bienvenue dans cette émission de cette semaine d'Endautré, édition du 3 mai. Nous allons avoir un spectacle des Cabatines. Après, nous avons une capsule du Randa. On va avoir le Créval qui va venir nous rejoindre cette semaine. Nous avons le parrainage civique qui est venu. Nous avons eu Daniel Joyal qui est venu nous parler de son été à la chapelle. Et nous allons avoir une petite capsule de yoga. Oh, j'ai demandé à lire. Oh. Et j'ai crié, Aïe, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh jamais, trop de peine. J'avais décidé sur le sable, son doux visage qui me souriait. Vous devinez que cette histoire est triste à boire, puisque Bourzeau, le fou du lieu, est amoureux. Celle qu'il aime n'est pas venue, c'est tout entendu. Comprenez ça, elle n'existe pas. Ni le château, l'horizon, dans l'eau, ni musicien, vêtu de
Anne-Marie, proche aidante de Marie-Ève, ma fille. Elle est née avec le syndrome de Townes-Brocks, qui est un syndrome très, très, très rare. Peut-être une centaine de personnes dans le monde ont été diagnostiquées. Ça occasionne des problèmes, par exemple, à 1 an, elle a dû être opérée à cœur ouvert. Elle prenait pas de poids, elle avait pas de tonus. Ça a été long avant, elle n'a pas marché avant 2 ans et demi. Elle a commencé à faire de l'insuffisance rénale. À 15 ans, elle a commencé à faire de la dialyse. Après ça, à 18 ans, elle a eu un rein. Puis elle a aussi une légère déficience intellectuelle aussi. Puis à 18 ans, elle a eu une greffe. À 24 ans, elle avait développé une tumeur au cerveau, cancéreuse. Là, elle a perdu son côté droit. Donc, avant ça, elle était quand même autonome. Elle était en appartement, elle avait un suivi avec les filandières, elle avait une éducatrice, on l'aidait, tout ça. Mais là, elle a perdu son côté droit, donc elle ne pouvait plus rester dans son appartement. Elle est revenue à la maison. Évidemment, elle a eu des traitements de chimio, de radiothérapie qui ont fait qu'elle a réussi à marcher avec une marchette. Mais on nous a bien dit que les effets secondaires de la radiothérapie au cerveau, elle allait perdre éventuellement des capacités. L'espérance de vie qu'elle avait au départ avec son syndrome, c'est 25 ans. Ensuite de ça, quand elle a eu sa tumeur au cerveau, ils ont hésité à entreprendre des traitements. Puis, selon eux, elle avait seulement 12% de chance de passer au travers. Ça fait que là, 18 ans plus tard, elle est encore là. Puis, personne ne comprend pourquoi. L'oncologue qui l'a traitée à l'hôpital de Notre-Dame à l'époque disait qu'elle avait 9 vies, comme un chat. Alors, c'est ça, c'est l'histoire de ma fille. Résilience plus. Je pense que son rôle, là, c'est de montrer aux autres là, qu'on n'a pas à se laisser abattre, on n'a pas à se laisser, tu sais. Elle nous donne à tout le monde une leçon de résilience, une leçon. Là, tu vois, au mois de juin, elle a appris qu'elle ne pourrait plus se nourrir par la bouche. Elle doit être gavée tout le temps maintenant. Il n'y a plus rien qui peut rentrer par la bouche. Elle prend ça en plus. Elle dit, il faut que je le fasse, je vais le faire encore une fois. Puis on lui a offert, le médecin lui a dit, tu serais éligible pour demander l'aide médicale à mourir. Non, elle refuse ça complètement. Alors, je pense qu'elle donne des leçons de vie, puis elle a un charisme incroyable partout où elle va. Tout le monde, comme là, à la résidence où elle vit, les autres résidents qui sont autant ou plus handicapés qu'elle, là, ils s'occupent d'elle, puis, tu sais, là, ils font attention, ils l'aident, tu sais. C'est vraiment, là, elle a vraiment, je ne sais pas, elle a quelque chose, là, de particulier, là, qui fait que on veut l'aimer, puis on veut on veut l'aider, on veut, c'est ça, faire pour elle, ouais. Elle s'est bien adaptée. Elle les aime bien, les préposés. Les préposés l'adorent. Il y en a une qui dit « Je suis tellement contente quand je travaille le matin parce que je viens réveiller Marie-Ève, puis c'est mon rayon de soleil. Elle a toujours un beau sourire, elle a toujours... » Je connais personne, moi, qui a réussi à passer autant d'épreuves et être encore là aujourd'hui et avoir encore envie d'être là. Tu sais? Non, vraiment, là, oui, c'est mon idole. C'est mon idole, ouais. J'y vais à peu près 3-4 fois par semaine. Je m'implique aussi dans la résidence. Je suis sur le conseil d'administration.
Et je participe aux activités qui sont organisées avec les résidents. J'accompagne quand ils font du karaoké, par exemple. Quand ils font des sorties, des balades, j'accompagne aussi. Puis je la sors, on va au cinéma, c'est ça, je fais des sorties avec elle aussi. Ben là, c'est un peu limité. Avant, on aimait beaucoup aller au resto. Mais là, plus de resto, plus avec le gavage. Alors, on va au cinéma ou on va prendre des marches, la faire sortir, marcher et elle rouler, là, évidemment, là, dans Joliette, puis se promener, là, ouais. Ça me fait beaucoup de bien. C'est du temps agréable que je peux passer avec elle où je ne suis pas à lui donner des soins. On est ensemble, tout simplement. C'est ma fille. Je passe du temps avec ma fille, agréable. Puis j'aime beaucoup les autres résidents aussi, tu sais. Fait que je les aide aussi. Puis c'est comme une famille, hein. Puis j'ai l'impression que je fais partie de cette famille-là. Oh, ça a été dur. Ça a été dur. Parce que, ben d'abord, Marie-Ève, c'est elle qui a demandé à aller dans la résidence. Elle nous disait qu'elle voulait être avec des personnes comme elle. Ça fait qu'elle a attendu 3 ans. Ça laisse attendre 3 ans. Puis, ce que j'aimais de cette résidence-là aussi, c'est que c'est une ressource communautaire. Seulement 9 résidents avec des préposés, une infirmière, cuisinière. Et ça évite qu'elle se retrouve éventuellement dans un CHSLD. Là, au moins, elle est avec un groupe à peu près de son âge, puis avec des gens qui ont des intérêts communs. Et ça a été difficile aussi pour elle les premières journées. On l'a déménagée, je suis allée la voir le lendemain. Et là, elle me dit, mais là, je pleure tout le temps, mais je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Et là, mon fils était avec moi. Mon fils, il est plus vieux qu'elle, puis il est très, très proche d'elle aussi. Il me dit, maman, on devrait peut-être l'emmener souper à la maison, ça lui ferait du bien, tu sais. J'ai dit, non, c'est pas une bonne idée, parce que si on l'emmène à la maison, elle ne voudra plus revenir ici. J'ai dit, il faut qu'on fasse ça, puis c'est parce que je le faisais aussi quand je travaillais. Si je faisais un placement, l'enfant, il fallait quand même attendre un bout avant qu'il retourne, tu sais. Alors, j'avais cette expérience-là. Fait que j'ai dit non, on va la garder ici, mais on va venir la voir plus souvent, puis tout ça. Mais ça a été dur pour moi aussi, parce que elle me disait qu'elle était pas bien. Je revenais ici, puis là, je voyais sa chambre, puis là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est-tu vraiment une bonne idée? Je savais qu'il fallait maintenir, je savais, mais ça me déchirait sérieusement, là, à l'intérieur, là, mais je savais que c'est ça qui était mieux pour elle. Marie-Ève et moi, on a comme une relation fusionnelle. Si elle ne file pas, je le saurais pas, mais je filerai pas, tu sais. Si moi, je file pas, elle ne sait pas, mais elle aussi, elle va se demander qu'est-ce qui se passe. Fait que quand je la sentais loin de moi, c'était difficile de laisser les autres s'occuper d'elle. Ça aussi, là, tu sais. Oui, je sais, c'est votre job, je le sais, mais moi, je le faisais pas de même. Puis, oui, mais nous, on a des techniques qu'on a appris, qui sont, tu sais, puis, OK, tu sais, mêle-toi de tes affaires, là. C'est pas facile. Puis je pense qu'au début, il vivait peut-être un peu de ressentiment là, de ça, que sa sœur prenait tout le temps de sa mère, puis que lui en avait pas. Puis, mais en vieillissant, je dirais, à l'adolescence, il s'est rendu compte de la situation de sa sœur et il est devenu lui-même aidant pour sa sœur. Après son cancer, il l'emmenait, il disait, bon, Marie-Ève, on s'en va à Québec en fin de semaine. Bon, il l'emmenait passer une fin de semaine à Québec. Il l'emmenait à Niagara, il l'emmenait à Ottawa, il l'emmenait, tu sais, là, il faisait plein de choses avec elle, malgré
ses difficultés, malgré qu'elle marchait plus, malgré tout ça. Ils l'ont emmené faire du ski l'hiver passé. Mon fils, il a passé lui aussi des épreuves, là, mais je suis fière de lui aussi. T'sais. Il a un cœur gros de même, puis c'est sa sœur qui en profite. Ouais. Elle ne pourrait pas revenir vivre ici aujourd'hui. Là, on n'a vraiment pas les installations nécessaires. Puis maintenant, c'est ajouter le gavage avec ça. Fait que les soins que moi je donne, c'est plus au niveau du suivi médical. Parce qu'elle a plusieurs spécialistes, elle a plusieurs rendez-vous. Et ça, c'est moi qui l'accompagne, qui prend les rendez-vous, qui fait les bilans, tout ça. Ça, c'est moi qui fais ça. Je constate que je suis encore aidante parce que je dois gérer tout ça, puis en plus de faire partie du conseil d'administration, de m'impliquer dans la ressource aussi. Alors aujourd'hui, je la sens en sécurité. Je la sens entre bonnes mains. J'ai beaucoup confiance. De travailleuse sociale à la DPJ, à Sorel, c'était pas facile. Mais j'avais l'avantage que je prenais le traversier. Puis c'est comme si quand j'embarquais sur le traversier, puis j'arrêtais la voiture, le temps de traverser, c'était comme ma barrière. C'était comme là, je coupais ma vie familiale, puis je m'en allais à mon travail. Puis c'était la même chose le soir. Quand je revenais, j'arrêtais la voiture, puis quand j'arrivais à Saint-Ignace, là, il n'y avait plus de travail, c'était vraiment ma famille. Mais oui, c'était de jongler aussi avec les différents rendez-vous, les médecins, les traitements. Ça devenait très lourd. J'ai dû prendre des congés, des arrêts de travail aussi. C'est arrivé 2-3 fois, là. Le plus long que j'ai eu, ça a été plus qu'1 an. C'est quand Marie-Ève avait 15 ans puis qu'elle a commencé à faire de la dialyse. Moi, j'étais seule avec elle à la maison, j'étais monoparentale. Et l'hôpital me dit, pour que ce soit moins dérangeant pour sa vie, on pourrait faire la dialyse à la maison pendant la nuit, de la dialyse péritonéale. Alors, j'ai dit OK. Puis là, ils m'ont donné toute la formation, j'ai réussi à tout le faire, sauf que la machine, elle partait la nuit, elle bloquait. Si Marie-Ève se tournait, elle bloquait le tube. Là, il fallait que je me lève, que j'aille, parce qu'elle, ça ne la réveillait pas, mais moi, ça me réveillait. Donc, je dormais plus, mais j'allais quand même travailler le matin. Ouais, ça a demandé une grosse année d'arrêt là, pour réapprendre à dormir parce que mon corps ne voulait plus. Là. Puis après ça, elle a fait de l'hémodialyse qui se faisait à l'hôpital. Fait que c'était mieux pour nous deux. Justement, je ne dormais pas la nuit. Fait que je me suis dit, je vais aller sur les sites où les gens parlent entre eux, mais en allant la nuit, je me disais, ça va être des gens loin, tu sais, européens, africains, tu sais, là, ça sera pas des gens d'ici, mais en fait, la première personne qui m'a parlé, c'est Pierre. Puis après 3 semaines d'échanges comme ça, on s'est rencontrés, puis physiquement, puis c'est ça, ça a commencé comme ça. Ça fait 25 ans que je suis avec mon conjoint, mais au départ, c'était... elle avait l'impression là, de perdre sa place avec moi. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est l'homme le plus important dans sa vie. C'est elle qui m'a dit « Une chance qu'on a Pierre, sinon tu serais bien encore en dépression. » C'est ça. Ben, je me suis
trouvé des forces que je pensais pas que j'avais, là. J'ai dû développer beaucoup de patience. J'ai dû travailler sur moi, sur mon caractère, surtout avec le personnel médical. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours avoir à se battre pour obtenir des choses. J'ai dû travailler beaucoup sur ça. Comme je disais souvent, quand je travaillais, j'étais payée pour être polie et gentille et recevoir des choses pas le fun. Mais là, je suis plus payée, fait que ça me tente plus. C'est ça le plus grand défi, je pense. Ouais. La culpabilité. Tu sais, on n'a pas le droit d'avoir des pensées négatives. On n'a pas le droit de ne pas penser à ce qu'on manque. De ne pas penser à ce qu'on voudrait, qu'on ne peut pas faire. C'est difficile. C'est sûr, quand j'ai dû canceller mon voyage c'est ça, tu sais, elle rentre à l'hôpital 2 jours avant que je parte, tu sais. Puis là, tu te sens coupable parce que tu te dis, mon Dieu, quelle mauvaise pensée. Ça n'a pas de bon sens, penser ça, tu sais. Ouais, c'est un grand défi. Puis de ne pas s'oublier, tu sais, c'est ça. Parce que si tu te sens coupable, ben là, tu vas vouloir en faire plus pour compenser. Puis, fait que c'est une roue, là, qui tourne, là, c'est ça. S'assurer de recevoir tous les services disponibles, foncer dans le tas, puis se battre pour les avoir parce que c'est de plus en plus difficile. Moi, j'ai eu la chance que j'étais dans le réseau. Je savais comment ça fonctionnait, je savais par où passer. Mais quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans le réseau, il faut aller vérifier les services qu'on a droit, puis aller au Randa. C'est une amie à moi qui était membre, puis m'a dit à un moment donné, mais tu devrais venir. Toi aussi, t'es une personne aidante, puis t'aides. Puis là, c'est parce que j'aidais pas juste ma fille, j'étais dans des CA un peu partout. Tu sais, là, j'étais bénévole à plusieurs places. Elle dit là, pense à toi un peu, tu sais. Alors, je suis allée, j'ai été rencontrer Nancy. Puis, depuis ce temps-là, mon Dieu, ça fait tellement de bien. Moi, je vais dire, la chose que je remarque le plus, ça fait du bien de recevoir au lieu de donner. Puis là, j'ai vraiment l'impression que je reçois de l'aide au lieu d'en donner, et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Excusez le langage, là, mais maudit que vous faites une belle job au Randa. C'est tout. On va entendre mon rire derrière ça, mais c'est pas grave. Cool. C'est tout. Non, ben c'est parce que ma voix n'est pas réchauffée, puis non. Eleanor Rigby died in a church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Oh, hey! Je suis accompagnée de Catherine Rochon. Catherine, tu es du Kirival, mais tu vas me dire ton titre parce que
C'est assez grand, long comme titre, mais on va te le laisser dire. Ouais. Oui, donc je travaille depuis presque 5 ans comme agent de développement en valorisation de la recherche pour le CREVAL. Donc, vas-y, qu'est-ce que ça fait? Donc, je travaille, c'est ça, au niveau de la recherche, au niveau des données. On sait qu'on a beaucoup de données de les taux de diplomation, on a des données sur des grandes thématiques, là, la littératie, la motivation. Donc, moi, je travaille au niveau de l'analyse de ces données-là, des projets de recherche qu'on a au CREVAL. Donc, ça, c'est mon rôle au CREVAL. Donc, tu connais beaucoup les Power BI, et des choses comme ça, les tableaux. Les tableaux de bord. Les tableaux de bord, comme on appelle, puis tout ça, les Google Search et tout. Le CREVAL, c'est quoi? On va commencer par ça, parce qu'après ça, on parlera un petit peu du sujet, mais c'est toujours bon de rappeler, ça veut dire quoi, CREVAL, puis ça sert à quoi dans la vie de tous les jours? Oui, donc depuis plus de 20 ans, le CREVAL mobilise les forces de la région de Lanaudière pour favoriser la réussite éducative de tous. Le CREVAL, c'est né d'une volonté collective, donc des différents milieux, milieu des affaires, milieu scolaire, milieu communautaire, milieu municipal et de la santé. Donc, le CREVAL là, essaie de rallier tous ces partenaires-là au niveau de la concertation, de la sensibilisation, de l'accompagnement, de la diffusion puis du partage des connaissances en lien avec la réussite éducative. Parce que c'était montré que si les jeunes réussissent à finir passer leur secondaire, dont des taux de décrochage et tout, bien après ça va bien, là. C'est vraiment une grosse étape à passer, première, secondaire, puis continuer d'étudier, là. C'est ça qui fait que la réussite est bonne, puis que tu peux faire quelque chose dans la vie. On met ça comme ça, là. Bien, en fait, la réussite éducative, c'est vraiment là, 0-100 ans. Donc, c'est vraiment, oui, la réussite scolaire, qui est la réussite à l'école, mais la réussite éducative du jeune, c'est vraiment aussi toutes les sphères qui entourent sa réussite. D'avoir une bonne confiance en soi, d'avoir des aspirations scolaires et professionnelles. Donc, c'est vraiment tout ce qui gravite autour du jeune là, quand on parle de réussite éducative. C'est ça. Donc, puis, accompagner aussi les parents. Là. Je pense que c'est important. Là, je regarde des programmes que vous présentez l'été, là, continuer de lire, de ne pas perdre les acquis. Je sais que c'est un des grands défis là, quand tu finis l'école au mois de juin, de recommencer au mois de septembre. Mais faut que tu conserves qu'est-ce que tu as acquis et tout. Oui. Et un autre volet, ben c'est, on pourrait dire, au niveau du travail. On va en parler. Les jeunes commencent à travailler, ils ont besoin d'argent pour socialiser, plein de choses. Et vous avez senti que c'était un gros défi, parce que si tu travailles, il faut t'étudier, il faut qu'il y ait vraiment un bon dosage de ces deux opérations-là. Et étant une statisticienne, étant quelqu'un qui travaille en recherche, il y a eu une dernière étude qui a sorti concernant le travail et l'école. C'est bien ça? Oui, en fait, le CREVAL là, s'est associé avec Carl Baudouin, qui est chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour réaliser une enquête là, pour mieux comprendre le profil scolaire et professionnel des jeunes Lanaudois entre 14 et 25 ans dans la région. On voulait savoir là, qu'est-ce qui les motivait à travailler, c'était quoi les bonnes pratiques là, qu'ils utilisaient pour bien équilibrer là, leur temps entre les études et le travail. Donc, oui, il y a une enquête qui a été réalisée là, entre juin 2024 et août 2025 par le CREVAL en collaboration avec l'UQTR. Avec l'UQTR. Oui. Cette étude-là a eu avec les jeunes, mais êtes-vous allé voir les entreprises ou c'était seulement sur les jeunes? Non, c'était vraiment avec les jeunes. Donc, il y avait deux parties. Il y avait une partie questionnaire électronique qu'on appelle une partie plus quantitative. Donc, les jeunes devaient répondre à des questions là, dans un sondage électronique. Puis, on avait une partie plus qualitative. Donc, on a fait 26 entrevues avec des jeunes pour un peu aller approfondir là, des questions qu'on avait déjà posées dans le questionnaire quantitatif. Okay. Puis, au niveau du questionnaire quantitatif, on a eu 1622 répondants. C'est quand même bon. Oui. C'est quand même bon. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les gros constats qui ressortent, c'est que les jeunes qui travaillent dans la Lanaudière accordent une grande importance à l'école, ce qui est super positif. Ouais. Ensuite, là, ils se perçoivent quand même en réussite là, au niveau de leurs études. Okay. Puis, une autre chose, c'est que quand les jeunes ont des bonnes pratiques pour équilibrer les études et le travail, ils sont plus enclins à réussir là, au niveau académique. Okay. Est-ce que ça pourrait dire qu'ils savent qu'ils travaillent dans un environnement qu'ils ne veulent pas conserver par la suite? Je ne sais pas si tu comprends que... Oui. Tu sais, dans le sens que, je veux dire, on dira ce qu'on voudra, là, mais dans le sens, tu sais, t'es caissière ou IGA, soit que
t'aimes beaucoup le monde de l'alimentation, tu te dis, bon, je veux grimper, ou je serai jamais caissière toute ma vie, puis il faut que j'étudie. Ça te fait une motivation pour continuer à vouloir apprendre. Mais c'est drôle que vous dites ça parce que dans l'enquête, c'est ressorti, en fait, les jeunes ne travaillent pas dans leur domaine d'études. Donc souvent, c'est peut-être une manière d'un peu de se sortir de... c'est une hypothèse, mais peut-être de se sortir de leur domaine d'études. Mais présentement, ce qu'on observe, nous, c'est que les jeunes ne travaillent pas dans leur domaine d'études. Donc, ils travaillent en restauration, ils travaillent dans les commerces au détail. Donc, ça, c'est un point qui est ressorti. Puis, un autre aussi élément important à mentionner, c'est qu'on peut constater avec les données de l'enquête que si les jeunes travaillent plus de 15 heures par semaine pendant leurs études, ils sont plus à risque. Dans le fond, c'est un facteur de risque là, pour la réussite de leur parcours scolaire. Bien, je vais t'amener sur ça. Il n'y a pas des lois maintenant. Il n'y a pas des règlements. Est-ce que, donc, dans le fond, qu'est-ce que tu me dis? Ça pourrait être facile à contourner. Le jeune ne dit pas, puis il dit, oui, moi, je suis disponible, puis je travaille. Tu sais, ça a deux côtés, là. Je veux dire, l'employeur doit respecter ces règles-là, le jeune aussi, mais il y a souvent des lignes, des borderlines, comme on dit. En fait, la nouvelle loi, c'est la loi 19. Ça encadre les jeunes entre 14 et 16 ans. Okay. Donc, qui peuvent travailler un maximum de 17 heures par semaine. Donc, c'est ça. Nous, ce qu'on voit, on peut pas dire que... On peut pas supposer qu'il y a des jeunes qui contournent la loi, mais dans notre échantillon qui était de 14 à 25 ans, on voit que, c'est ça, les jeunes travaillent là, en moyenne 14,5 heures par semaine. Mais là, tu me parles 14,5 heures durant la semaine. La loi, c'est sur... Pendant les études. Oui, mais que ce soit pendant la semaine, la fin de semaine, je te pose la question. La loi, c'est, si je me trompe pas, c'est un maximum de 10 heures pendant la semaine et de 17 heures au total. OK. Ou 7 heures pendant la semaine et 10 heures mais au total. Il y a des règles, là, parce que tu as la semaine, tu as la fin de semaine. Oui. Faudrait que je... On le confirmera, là. Oui, que je le confirme, là, mais c'est 17 heures au total. Et je crois que c'est ça, c'est maximum de 10 heures pendant la semaine pour un total de 17 heures avec la fin de semaine. Mais est-ce qu'il semblait que les employeurs étaient conciliants? Parce que je sais que c'est un gros défi. Là. Vous avez eu aussi pas confronter, mais à mettre de votre bord les employeurs. Je sais que vous avez des programmes, vous faites des concours, mon meilleur employeur, qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, l'employeur, on est mal fait de l'autre côté parce qu'on a besoin, puis trouver des employés, c'est de plus en plus difficile. Des fois, c'est facile de contourner. Puis En fait, dans l'enquête, là, c'est ressorti que environ, là, un petit peu moins que 50% des jeunes nous ont mentionné que leur employeur avait des très bonnes pratiques en termes de conciliation études-travail. Donc, c'est encourageant. Ça prouve que les programmes qu'on a mis en place au Créval, dont le programme Oser Jeunes, là, qui aide accompagne les employeurs là, à mettre des bonnes pratiques pour les jeunes, c'est un programme qui est pertinent, c'est un programme qui fait du bien là, dans le fond à nos employeurs et nos jeunes, mais ça nous confirme aussi qu'on doit encore continuer de sensibiliser, de conscientiser les employeurs, de conscientiser les jeunes, les parents aussi, à tout cet environnement là, d'équilibre là, entre les études et le travail. Et dernier point, tantôt, quand tu me disais ceux qui travaillaient, ça leur apportait de la réussite aussi, là, ça les motivait à continuer d'étudier. Est-ce que ça leur donne aussi un cadre de gestion de temps? Je ne sais pas si ça leur sorti dans ça, comme tu dis, travail-études, mais tu sais, tu finis de travailler à 8 heures le soir, un mardi soir, mais là, il faut que tu te prévois un temps d'études. Tu sais, tu as des contraintes. Le lendemain, c'est un examen. Il faut que tu sois capable de... ça vous a donné quoi? Vous êtes content de les résultats? Qu'est-ce que ça vous a amené? Donc, oui, parce que l'enquête, c'est En fait, on est allé chercher vraiment des données sur nos jeunes qui travaillent pendant leurs études de la région de la Naudière. Donc, ça, on est super content pour ça. Puis, il y a quatre grandes recommandations qui sont ressorties de cette enquête-là. Donc, nous, ça va nous permettre, là, au Créval, de prendre ces 4 recommandations-là, puis de faire, c'est ça, des outils de transfert de connaissances, d'aller en discuter avec nos partenaires, de faire la promotion, là, d'une bonne... de l'importance de la conciliation études-travail chez nos jeunes. Donc, on est content, oui, de l'enquête. Tu me disais que ça a commencé en 2024, ça finit en 2025. Oui. Vous êtes sur quoi maintenant? C'est quoi le prochain sujet? Donc, demain, c'est ça, demain, il va y avoir un atelier là, au chantier de la réussite, au chantier régional
dans la région. Il y a un atelier qu'on va parler justement de l'enquête un petit peu plus en détail. Et ensuite, on a un plan de transfert là, des connaissances qui est en cours au niveau de cette enquête-là. Donc, on va parler de cette enquête-là. On va faire des outils de transfert de connaissances pour aller rejoindre nos publics. Comme je vous disais, il y a les parents, il y a les jeunes, les employeurs, les intervenants aussi qui travaillent auprès des jeunes, qui peuvent... les maisons des jeunes, des choses comme ça, CGA, ouais. Exactement, qui peuvent faire des activités de sensibilisation avec les jeunes, qui peuvent en parler aux jeunes des bonnes pratiques pour mieux équilibrer là, leurs études et leur travail. Donc, c'est ça le plan là, pour la suite avec cette enquête-là. Est-ce qu'il y a d'autres enquêtes qui sont en venir? Avez-vous des plans, des gros projets en termes d'enquête? Au niveau de la recherche, présentement, non. On va regarder nos options là, dans les prochaines semaines si jamais il y a d'autres opportunités qui arrivent. Par contre, pour le programme Osez Jeunes, là, qui est un programme fort du CREVAL, il va y avoir une nouvelle mouture dans les prochaines semaines. Donc ça sera à suivre là, pour exactement pour les prochaines semaines. Donc on pourrait dire longue vie au CREVAL. Vous êtes toujours pertinent, toujours impliqué pour la réussite éducative, puis on vous suit là, régulièrement parce qu'on connaît justement, comme tu me parles, Osez Jeunes, faire travailler les jeunes. Au mois de février, ben, c'est la grosse manifestation pour les motiver à continuer. Les journées de la persévérance scolaire. Les journées de la persévérance scolaire et tout ça. Donc, c'est passionnant. Il faut que tu aimes les jeunes, mais je pense que c'est très intéressant. Donc, je te remercie beaucoup, Catherine. C'était très bien. Puis, on va te réinviter sûrement. Ben, merci beaucoup. Merci. Je suis en compagnie de Mme Carole Lépine, qui est la directrice générale de parrainage civique Lanaudière. Bonjour. Bonjour. Madame Lépine, on est en plein dans la semaine du bénévolat, valorisation du bénévolat, et on va parler de parrainage civique, qui est un organisme qui est un petit peu méconnu, parce que c'est pas votre titre, votre nom au BNNL reflète pas nécessairement qu'est-ce que vous faites. Pouvez-vous nous parler un petit peu, c'est quoi parrainage civique Lanaudière? Notre organisme, qui est un organisme d'action communautaire autonome, favorise l'intégration sociale et brise l'isolement des personnes qui vivent avec une limitation permanente. Donc, on pourrait dire une personne handicapée. Nous, notre mandat, c'est de trouver des personnes bénévoles pour faire des activités avec ces personnes-là. On les jumelle selon les intérêts, selon la situation financière, selon l'emplacement. Puis, on a des personnes qu'on appelle les agentes de jumelage qui s'occupent de ce volet-là. Vous parlez de parrainage, d'accompagnement, mais dans le fond, c'est un binôme que vous créez, là. Vous mettez deux personnes ensemble, puis ils font des activités. Vous avez sûrement des activités de groupe, des activités qui sont faites sous l'égide de parrainage civique, mais les personnes peuvent aussi amener ces gens-là à aller, je te pourrais dire, dans un musée, aller voir un film, aller jouer au bowling, aller à Montréal, faire des choses comme ça. C'est vraiment créer des liens, là. Tout à fait. Parce qu'on ne se le cachera pas, on a des personnes, nos filleuls qu'on les appelle, qui n'ont pas de véhicule, qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Donc, la personne bénévole devient vraiment là, sa moitié. C'est la personne qui va l'aider, c'est son outil pour continuer à participer aux activités de la vie quotidienne, aller au cinéma, aller au guichet automatique, aller faire son épicerie. Une personne qui a de la difficulté avec sa visibilité, ben, le bénévole devient ses yeux pour choisir des aliments à l'épicerie. Okay. Nous, effectivement, on a des activités aussi de groupe, mais pas beaucoup, parce que ce n'est pas vraiment dans notre mission. Mais on a l'incontournable cabane à sucre à toutes les années. On est toujours près de 50 participants. On a aussi mis en place, durant la pandémie, des activités d'OKO, c'est comme, donc en Zoom et en personne. On a comme deux volets. Oui. Tantôt, vous me parliez que, bon, c'est un jumelage entre deux personnes. Donc, il y a une sélection, il y a une supervision quand même qui est faite. La personne qui demande de participer à ce programme-là, qui est handicapée, et la personne qui veut faire du bénévolat, vous essayez de faire le match parfait, là. Vous regardez c'est quoi, premièrement, vous évaluez le bénévole, puis après ça, vous évaluez le filleul, et vous créez des matchs, c'est ça? Oui. Il y a présentement deux agentes de jumelage, une pour le territoire nord de la Lanaudière et une pour le territoire sud. Donc, les filles ont comme mandat
d'ouvrir les dossiers, autant pour les personnes, les membres FIA, autant que pour les personnes qui veulent faire du bénévolat. Là, je rassure tout le monde, les personnes qui viennent chez nous, cogner à la porte et qui veulent faire du bénévolat doivent passer avant on complète un formulaire comment je pourrais dire ça? On vérifie qu'il n'y a pas de dossier judiciaire. D'antécédents. C'est ça, Des c'est ça. dossiers Merci. d'antécédents, c'est ça, On exactement. vérifie ça. Puis aussi, il faut que les personnes, tu sais, les filles ont aussi des critères à remplir. Il faut quand même que la personne, elle ait un potentiel de communication parce que vous savez, hein, la personne bénévole, son salaire, c'est vraiment la bonne action qu'elle pose, puis c'est ce qu'elle Ouais. voit dans les yeux de son filleul, là, puis dans son comportement. Donc, suite à ça, quand on est sûr que tout le monde est correct, on regarde les intérêts communs. Puis, lorsqu'il y a le jumelage, l'agente de jumelage elle est sur place la première fois. Puis ensuite, elle est là au suivi, elle fait un suivi au besoin. Mais on est toujours, comment je pourrais dire, on est toujours proche, là. On veut que ça fonctionne. Vous Donc, avez toujours un regard. Vous avez toujours un regard au-dessus et tout. oui, Est-ce parce que qu'il y a des suivis aussi qui se font Oh, ouais, pour un c'est ça, année. c'est ça, Oui. c'est ça. Est-ce que vous avez des jumelages filleul, parrain et tout, ça fait très longtemps, ils ont commencé quand les gens étaient jeunes, puis encore aujourd'hui, ils sont là, vous devez avoir des belles histoires. Oui, effectivement, là, j'en ai au moins un qui me vient en tête. Il doit approcher le 30 ans. Il a été mis en place peu de temps après, après la naissance de notre organisme. Puis lui était stagiaire, ça a commencé comme ça. Puis il continue à se voir, ils vont au cinéma une fois de temps en temps parce que le bénévole, il a maintenant sa vie. Tu sais, c'est des Ouais. fois c'est difficile. Mais malgré que j'aimerais juste profiter de ma tribune pour dire que dans le territoire sud, eh bien, la nouvelle tendance, c'est le bénévolat en famille. Ah, OK, Donc, il y a des oui. familles qui choisissent une personne puis qui le font en famille. Donc, OK. c'est vraiment intéressant. Oui. C'est intéressant parce que je sais pas dire, ça intègre toute la famille, puis peut-être ça assure une continuité, puis une éducation aussi. Tu sais, je vous dirais, Ah. ça y a deux volets, non? Ben, nous, on voit ça comme aussi comme nos bénévoles de demain. C'est ça. Et les créateurs de bonheur, là, comme on les appelle, nos bénévoles, ben, tu sais, ça rayonne, là, ça amène juste du bon. Est-ce que vous demandez un minimum d'implication, dans le sens 2 heures par semaine, à toutes les semaines, à tous les mois? C'est quoi vos critères aussi? Parce que c'est important, il y a des gens qui disent, ah, j'ai pas le temps, j'ai une trop grosse vie, je fais ci, je fais ça, mais possiblement, vous avez sûrement certains critères qu'on peut respecter, là. On demande un minimum de 3 heures Par mois, par semaine? par mois. OK. Parce que c'est l'équivalent, ça peut être une sortie au cinéma, ça peut être... Mais souvent, je ne vous le cacherai pas. Les gens, ils font ça une première fois, puis après ça, ben, finalement, on C'est aura pas le si temps pire. d'en faire un peu plus. C'est pas aussi demandant que je pensais. C'est ça, exactement. Euh, En terminant, tantôt, on parlait de bénévoles, de filleuls et tout. Les filleuls sont en attente de beaucoup de bénévoles parce que je pense que c'est le gros défi, hein. On parle de la semaine de la valorisation là, du bénévolat et tout, mais c'est un gros défi, je pensais. Avec la pandémie, ça a créé vraiment des vides et là, il faut vraiment refaire nos banques, hein? Oui, tout à fait. Nous avons présentement une 199 filleuls qui sont en attente d'un parrain ou d'une marraine. Mais on ne perd pas espoir, on garde l'œil ouvert, on continue notre recrutement. OK. Donc, en gros, on pourrait résumer qu'être bénévole, c'est merveilleux, c'est le bonheur. C'est quoi l'argument que vous donnez à quelqu'un qui veut s'inscrire? Ben, moi, je dirais qu'un coup qu'on a touché à ça, on demeure. On a plusieurs personnes qui sont là depuis longtemps. C'est vraiment enrichissant. Moi, les bénévoles que je côtoie, ben, je me répète, là, mais j'ai côtoie, moi, je suis là présentement presque depuis 22 ans. Et ceux que je côtoie, ben, ils sont encore aussi intéressés, encore aussi motivés. Vraiment, là, parce que c'est ça, ça rapporte beaucoup, beaucoup aux deux parties. Être bénévole, c'est bien, mais faire de la reconnaissance, justement, je pense que c'est une source de motivation pour les bénévoles. Pouvez-vous nous en parler un petit peu des reconnaissances? Bien, la reconnaissance des bénévoles, c'est essentiel, puis c'est un incontournable dans notre façon de faire depuis bientôt 38 ans. Parce qu'on le sait, faire du bénévolat, hein, ça ne paye pas, là. C'est vraiment autre chose qu'on va chercher. Et nous, ben, on trouve ça important, autant pour la reconnaissance que pour la rétention de nos chers bénévoles. Donc, on participe à différents concours, dont le prix Gérard Ramon,
comme à chaque année avec le regroupement québécois du parrainage civique. On dépose aussi, on participe à des concours comme le prix Hommage Bénévolat Québec. Dans le fond, on a la cabane à sucre une fois par année, qu'on les invite. C'est nous qui défrayons. On a des prix de présence en Assemblée générale annuelle, des certificats pour les bénévoles pour les 5 ans, 10 ans et 15 ans de jumelage. Donc, et bien sûr, un incontournable pour au niveau des municipalités, la soirée reconnaissance pour les bénévoles, comme cette semaine. On les invite. Oui. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, puis on en reparle. En terminant, ben, on peut aller sur le site Parrainage civique Lanaudière et on va avoir toutes les informations pour pouvoir s'inscrire, communiquer avec vous pour justement pour être capable d'aller faire du bénévolat. Bonjour, je me présente Danielle Joyal. Je m'occupe des activités culturelles à la Chapelle des Culs-de-Berre. Et cette année encore, on vous a préparé une programmation pour passer une belle saison 2026 à la Chapelle des Culs-de-Berre. Alors, la saison a commencé par des projets que l'on mène avec les établissements scolaires de la région. On va voir la visite de plusieurs classes des écoles primaires. On va leur raconter un peu l'histoire de la chapelle, l'histoire de Berthier. Il est même possible que James Cuthbert en personne vienne les rencontrer. On est très heureux de cette collaboration parce que le site de la chapelle des Cuthbert, qui est un site merveilleux, évidemment, tout le monde doit en profiter et au premier chef, les jeunes de notre région. On va aussi mener un projet avec l'école secondaire Pierre de Lestage. Et c'est la deuxième année que l'on mène ce type de projet-là, où les classes de Odile Mandeville, qui est professeure en art, vont venir exposer leurs œuvres. Et on va aussi faire le lancement d'un recueil de poèmes des classes de Jenny Enfield, qui sont deux professeurs de l'école Pierre de Lestage. Alors, le vernissage de cet événement va avoir lieu le 21 mai prochain. À la Chapelle des Cuthbert, comme à chaque année, il y a une série d'expositions qui vont avoir lieu. Cette année, 4 exposants vont exposer leurs œuvres. D'abord, une exposition extérieure des œuvres de Louise Page, qui est une artiste multidisciplinaire de la Rive-Sud de Montréal, dans la région de Sainte-Martine. Louise Page a plusieurs œuvres essaimées dans la région de Sainte-Martine, dans différents parcs des municipalités de cette région. Et cette année, c'est un parcours qu'elle nous propose à la Chapelle des Cuthbert, un parcours de ses œuvres sur le site du parc de la Chapelle des Cuthbert. Il y aura également 3 expositions intérieures, une en juin, une en juillet et une en août. Alors, on va commencer avec les œuvres de Suzanne Labrosse, qui est une artiste lanaudoise, qui va nous présenter l'exposition « Paysages fragiles ». Alors, Suzanne Labrosse est une artiste qui travaille avec des techniques d'acrylique et des techniques mixtes en 3D sur toile. En juillet, nous allons recevoir Catherine Cyr, et le titre de son exposition, c'est « À la recherche du temps perdu ». Donc, c'est de la photographie alternative qui allie plusieurs technologies anciennes et modernes de la photographie. Et en août, nous allons recevoir Mathilde Bois pour son exposition « Les fables du singe ». Alors, Mathilde Bois, c'est une artiste et philosophe, une artiste émergente, qui a déjà reçu plusieurs prix. C'est une œuvre qui rassemble des aquarelles et des œuvres textiles, des collages anachroniques, qui nous interrogent sur les rapports aux animaux. Nous allons poursuivre la tradition des spectacles du Cénacle à la Chapelle des Cuthbert avec une série de 9 spectacles qui auront lieu tous les jeudis de juillet et août. Alors, ce sont les jeudis 5 à 7 du Cénacle. Alors, c'est des artistes de différents styles musicaux, passant de la musique classique à la musique de film, à la musique du monde et même la musique country. Alors, plusieurs groupes de grands talents, des musiciens professionnels qui vont venir présenter leurs spectacles. Et en cas de pluie, ces spectacles sont déplacés à l'église de l'île du Pas.
Et cette année, nous avons conclu une collaboration spéciale avec le bistrot L'Atelier Raffiné de Berthier et son service de boîte à lunch. Donc, vous êtes invités à venir pique-niquer sur le site de la chapelle et entendre un spectacle qui, je suis certaine, va vous ravir. La Corporation du patrimoine de Berthier a hérité des archives de M. Jacques Rainville, qui a été longtemps président de la Corporation du patrimoine et un animateur fidèle de toutes les activités culturelles à la chapelle. C'était l'historien de l'endroit qui a accumulé une foule de documents qui seront déposés à la bibliothèque de Sainte-Geneviève de Berthier pour le dépôt des archives de M. Rainville, dont le lancement va avoir lieu à une date à convenir ultérieurement. Enfin, la saison à la chapelle des Cuthbert va se terminer en septembre avec la fin de semaine du patrimoine religieux et aussi avec les journées de la culture qui ont lieu fin septembre. On est en train de peaufiner la programmation pour ces deux activités, mais on peut déjà vous annoncer que le 25 septembre, il y aura une conférence de Simon Paré-Poupard, qui est l'auteur du livre « Ordure, le journal d'un vidangeur », qui a été un livre très remarqué. Donc, Simon va venir nous parler de ce métier-là, et c'est une collaboration spéciale que nous avons avec le groupe EBI, qui compte évidemment parmi ses employés plusieurs de ces éboueurs qui courent en arrière des camions de vidange. Métier difficile, athlétique, mais combien nécessaire. Donc, c'est un rendez-vous pour tous à la chapelle des Cuthbert cet été pour toute la population du Grand Berthier. Bonjour, je m'appelle Jocelyne Aubry de l'école Espace Terra Yoga et je vous reviens avec une petite capsule de 5 minutes qui cette semaine va porter sur le cœur, sur l'énergie du cœur et l'énergie du cœur elle se situe au niveau de la poitrine, au centre de la poitrine. C'est je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chakras, des centres d'énergie, mais il y a qui sont répartis le long de la colonne vertébrale. Donc, un de ces 7 principaux centres d'énergie situés le long de la colonne vertébrale se situe au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Donc, et on dit que c'est l'énergie du cœur. Et fait que cette semaine, on va porter une attention particulière à cette énergie. Fait que dans un premier temps, je vous suggère de trouver une position confortable, donc de vous asseoir sur une chaise ou sur le sol, ou vous pouvez aussi rester debout. Et tout doucement de fermer les yeux, d'amener votre attention au niveau de la poitrine, et puis d'observer le va-et-vient du souffle au niveau de la poitrine. Prenez conscience de votre poitrine qui se gonfle avec l'inspiration et qui se dégonfle avec l'expiration. Suivez attentivement le va-et-vient du souffle. L'air qui gonfle les poumons et les poumons qui se dégonflent. Dirigez votre attention à l'arrière de la cage thoracique, au niveau des omoplates. Et voyez si c'est possible de percevoir la respiration au niveau des omoplates. Ouvrez doucement les yeux maintenant. Et puis, je vais vous montrer un mouvement qu'on va faire assez lentement. Je vais le faire rapidement là, pour la démonstration.
mais vous pourrez le faire, je vais vous laisser ensuite 2 minutes pour que vous puissiez faire ce même mouvement très lentement. Donc, le mouvement est très simple. Donc, je vais dans un premier temps refermer, ramener mes bras, croiser les bras devant la cage thoracique et arrondir un peu mon dos. Donc, comme un retrait, comme si on revenait à l'intérieur de soi-même, ou comme si on retrouvait une bulle, une protection. Donc, on protège son cœur. Et ensuite, une fois qu'on a bien senti ce contact, ce retour, cette fermeture ou ce retour à soi, on va très lentement ouvrir les bras, ouvrir la cage thoracique jusqu'où on le ressent. Donc, ça peut être une ouverture partielle, ça peut être une ouverture complète. Ce qui est important, c'est que votre posture extérieure corresponde à votre posture intérieure, à votre ressenti. Okay? Donc, je vous invite à nouveau à fermer les yeux et puis à faire ce mouvement. Donc, dans un premier temps, on ramène les bras devant la poitrine, croisés devant la poitrine, comme si on voulait protéger son cœur. Quand vous êtes prêt, si vous le ressentez, très lentement, consciemment, avec beaucoup d'attention, on ouvre. Puis vous pouvez redéposer les mains sur les cuisses. Prendre quelques instants pour voir qu'est-ce que ça fait comme différence. Et ouvrir les yeux. Donc, c'est un exercice qu'on peut faire spontanément quand ça nous tente. Et on peut le faire aussi en pensant à quelqu'un, donc à quelqu'un qu'on aime, ou à quelqu'un qui nous a fait de la peine, ou à quelqu'un avec qui on souhaite, avec qui on souhaite se réconcilier. Fait que c'est une belle façon de prendre conscience de ce cœur qui est tellement précieux, qui est tellement déterminant dans notre qualité de vie. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine. Mm-hmm.